On est parti aujourd'hui pour parler du destin de la petite John Bennett Ramsey, qui est une mini-miss américaine qui avait 6 ans au moment des faits. Bon alors je vous le dis tout de suite, oui normalement cette histoire devait sortir pendant Noël, mais j'ai pas du tout eu le temps de vous la tourner, de vous la monter, de vous la proposer. Du coup j'ai préféré attendre d'avoir le temps. Et là aujourd'hui j'ai le temps et vous allez voir que certains n'ont pas du tout passé un joyeux Noël. Salut à tous, c'est Max Cage. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante qui se passe cette fois-ci aux États-Unis dans la petite ville de Boulder. Comme d'habitude, si ce genre de petites histoires vous plaît, le pouce bleu et j'en ferai d'autres. La petite John Bennett Ramsey vit avec sa mère Patsy, son père John et son grand frère Burke qui a 9 ans. Bon alors oui, les prénoms sont assez relous dans cette famille, va falloir s'accrocher un tout petit peu. La petite fille de 6 ans est assez connue dans le monde des Miss puisqu'elle a remporté pas mal de petits concours aux États-Unis, donc voilà, elle pèse un peu dans le game des Miss. La famille est connue pour être assez riche, elle vit dans une belle maison, le père est président d'une grande entreprise et la mère gagne des sous grâce au concours que remporte la petite fille. Le 25 décembre 1996, la famille Ramsey se réveille comme toutes les familles américaines, françaises et européennes, je pense d'ailleurs, pour aller voir les cadeaux qu'il y a au pied du sapin. Donc les enfants sont contents, ils ont eu des cadeaux, les parents ont eu des cadeaux, tout le monde est content, tout le monde est heureux. La journée de Noël se passe donc normalement, mais le 26 décembre, à 6h du matin, la police va recevoir un appel de la mère de John Bennett Ramsey, car la petite fille a disparu. 911 emergency. Police. What's going on? 515th Street. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. Hurry, please. Explain to me what's going on, okay? There's a note left and our daughter's gone. A note was left and your daughter is gone? How old is your daughter? 6 years old. She's gone. 6 years old. And the mother. Oh my God. Please. I'm sending an officer over, okay? Please. Do you know how long she's been gone? No, I don't. Please, we just got out. Is she right? Patsy? La petite fille a disparu pendant la nuit. Elle s'est complètement volatilisée et les parents ne savent pas du tout où elle est. Comme information, les parents ont une seule lettre des ravisseurs et vous allez voir que cette lettre est vraiment bizarre puisqu'elle a été écrite dans la cuisine même. Le papier qui a été utilisé pour écrire cette lettre provient de la cuisine. Je vais vous lire cette lettre qui fait 4 pages, vous inquiétez pas, je vais faire ça vraiment rapidement. Faut vraiment que vous voyez que cette lettre n'a aucun sens et qu'on a vraiment l'impression qu'elle a été écrite dans la précipitation. Monsieur Ramsey, écoutez attentivement. Nous sommes un groupe de personnes qui représentent une petite faction étrangère. Nous respections vos affaires, mais pas le pays qu'elle sert. À ce moment précis, nous avons votre fille, elle est en sécurité et indemne. Si vous voulez qu'elle puisse vivre l'année 1997, vous devez suivre nos instructions. Vous retirerez 118 000 $ de votre compte. 100 000 $ seront en billets de 100 $ et les 18 000 $ restants en billets de 20 $. Assurez-vous d'apporter un sac assez grand à la banque. Vous rentrerez à la maison, vous mettrez l'argent dans un sac en carton. Je vous appellerai entre 8h et 10h demain pour vous informer de la livraison. La livraison sera épuisante, donc je vous conseille de vous reposer. Si vous obtenez l'argent plus tôt, nous vous appellerons plus tôt pour arranger la livraison plus tôt de l'argent et vous pourrez récupérer votre fille plus rapidement. Mais sérieux, vous n'avez pas l'impression que la lettre est en train d'être écrite par un mec complètement en panique qui a l'air de vouloir jouer au méchant ou qui est un peu fou, qui sait pas trop ce qu'il est en train de faire? Si vous ne respectez pas mes instructions, cela entraînera l'exécution immédiate de votre fille. On refusera de vous donner son corps pour l'enterrement. Les 2 messieurs qui surveillent votre fille ne vous aiment pas, alors ne les provoquez pas. Si vous parlez à la police, votre fille sera décapitée. Mais vous imaginez vraiment un ravisseur écrire tout ça en pleine nuit, tranquillement, sur la table de la cuisine? Ça a aucun sens. Rien que là, j'espère que vous vous rendez compte qu'il y a réellement un petit souci. Ça voudrait dire qu'un mec est entré dans la maison, il a réussi à s'infiltrer dans la maison des Ramsey, a enlevé leur petite fille on ne sait où, apparemment tout seul ou avec 2 messieurs d'après ce que dit la lettre. S'est posé tranquillement dans la cuisine, a pris un bout de papier qu'il y avait dans la cuisine, a pris un stylo qui appartenait à la mère de John Bennett Ramsey, mais ça je vous en parlerai un peu plus tard, vous allez voir c'est
très étrange encore, et a écrit 4 pages d'une lettre, voilà, blablabla en pleine nuit. Mais personne ferait ça. Un mec un peu sérieux ou qui savait ce qu'il était en train de faire aurait préparé la lettre avant. À 6h du matin, les premiers policiers arrivent donc rapidement sur place pour figer la maison. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre en photo les pièces de la maison un peu à gauche et à droite et ils vont interdire l'accès à la chambre de John Bennett, la petite fille qui a disparu. La mère pleure et le petit frère Burke, qui a 9 ans, est dans sa chambre en train de dormir. Il n'est pas du tout au courant que sa petite sœur a disparu. Le père ne sait pas quoi faire et la maison se remplit peu à peu de policiers qui vont commencer, voilà, à regarder à gauche, à droite et surtout qui vont attendre l'appel des ravisseurs. À 13h, toujours aucun appel. Les policiers décident alors de fouiller plus profondément la maison pour voir si peut-être ils ont oublié quelque chose. Que là, ils n'avaient pas vraiment fouillé, le seul indice c'était la lettre. Pour eux, la petite fille est enlevée, il n'y a pas grand chose à trouver dans la maison. Et là, quelque chose d'étrange va se passer. Les policiers vont demander au père de les aider à fouiller la maison, voilà, de les emmener dans les pièces à gauche, à droite. Et bizarrement, le père va emmener le policier qui le suit immédiatement dans la cave. Le père va alors descendre les premiers escaliers de la cave qui est aménagée, va traverser la cave en regardant un peu à gauche à droite, arriver dans un espèce de couloir comme vous le voyez dans la vidéo. Il va rentrer dans la partie non aménagée de la cave, donc qui est vraiment encore fait juste de ciment quoi. Il va allumer la lumière et à quelques millièmes de seconde d'allumer la lumière, il va dire au policier « Elle est là ». Au moment où la lumière s'allume, le policier découvre un espèce de grand drap blanc. On est en plein mois de décembre aux États-Unis. Il fait super froid à ce moment-là. Le drap est complètement gelé et le père vient de dire « Elle est là ». Mais comme vous le voyez sur la photo, on voit rien du tout. Et c'est là que le père se précipite alors sur la couverture, il enlève la couverture blanche ou le drap blanc. Le policier découvre alors le corps de John Bennett Ramsey qui a les mains liées et qui est décédé. La petite fille de 6 ans a un ruban sur la bouche, ses mains sont liées et sa gorge est étranglée par une petite corde. Le père de famille enlève alors le ruban adhésif de la bouche de sa fille, attrape le corps, se précipite avec le corps de sa fille, remonte les escaliers et le dépose sur la table de salon. La mère se met alors à hurler et les policiers sont choqués. On n'est plus là face à un enlèvement, mais face à un meurtre. Et malheureusement, le père, en sautant comme ça sur le corps de sa petite fille, il a complètement détruit la scène de crime. Il a mis ses empreintes partout, il a touché au ruban adhésif. À cette époque, la science policière était pas encore autant avancée qu'aujourd'hui, donc il a détruit la scène de crime. Mais dans ce cas-là, par qui a été commis le meurtre? Quelqu'un serait rentré dans la maison, aurait enlevé la petite fille en pleine nuit, peut-être en l'assommant, lui aurait ligoté les mains, lui aurait mis un ruban adhésif, l'aurait tué, aurait pris la peine d'écrire une lettre de 4 pages, mais dans la panique, ça fait forcément du bruit. La petite fille aurait sûrement essayé de crier ou de faire quelque chose. L'une des toutes premières choses bizarres qui va apparaître aux yeux des enquêteurs, mais qui voilà n'a peut-être pas forcément d'importance, c'est que le père avait dit qu'il avait mis sa petite fille de 6 ans en pyjama le soir pour qu'elle aille se coucher. Sauf que la fille est retrouvée avec ses habits de jour. Bizarre quand même. Ça commence à faire gros. Un ravisseur qui vient, qui tue la fille, qui la rhabille sans que personne n'entende rien dans la maison. Toujours pour rester sur le père, pourquoi à quelques millièmes de seconde d'allumer la lumière, il dit elle est là. On voit rien. Quand le policier et le père arrivent dans la cave, on ne voit absolument rien. Personne n'aurait pu deviner que la petite fille était là. Ça peut être juste du linge qui a été abandonné ici, qui attend d'être lavé, ou n'importe quoi d'ailleurs. Mais pourquoi tout de suite dire que c'est sa petite fille? Étrange comme comportement. Dans le sous-sol où est retrouvé John Bennett, une petite fenêtre est cassée, mais apparemment c'était le père qui l'avait cassée quelques jours auparavant. L'une des premières théories qui vient donc à l'idée dans la tête des policiers, c'est que quelqu'un est venu de nuit, il est passé par la petite fenêtre de la cave qui est cassée, il a traversé la maison, a essayé d'être le plus discret possible, a enlevé la petite fille, elle s'est réveillée, il a paniqué et il l'a tuée.
ça tient toujours pas, hein. Ça fait beaucoup trop de bordel de faire toutes ces actions en une nuit. Et puis de toute façon, la théorie du tueur qui aurait traversé la maison en passant par la fenêtre et autres tombe très vite à l'eau. On retrouve de toute façon une belle toile d'araignée qui recouvre toute la petite fenêtre cassée. Donc si quelqu'un serait passé par là la nuit dernière, il n'y aurait pas la toile d'araignée, hein, clairement pas. La théorie d'un potentiel tueur qui se serait alors introduit dans la maison tombe très vite à l'eau, même si on retrouve une empreinte assez bizarre proche de la fenêtre qui était cassée, dehors, comme si quelqu'un avait voulu faire croire justement que quelqu'un a essayé de passer par la fenêtre. Après s'être concentré sur le père et sur la piste d'un potentiel tueur, les enquêteurs se retournent vers la mère qui s'appelle Patsy. Les enquêteurs commencent alors à poser des questions à Patsy. Tout d'abord, ils découvrent que le papier qui a été utilisé pour écrire la lettre de rançon provient bien de la maison et de la cuisine, mais il provient plus précisément du bloc-notes de Patsy qu'elle range dans un tiroir de la cuisine. Ravisseur, il a été jusqu'à ouvrir le tiroir pour prendre le bloc-notes et écrire sa lettre. Et le stylo qui a servi à écrire cette lettre sera également retrouvé dans la maison, mais aucune trace d'empreinte ne sera trouvée dessus. Il demande également à Patsy pourquoi, lors de l'appel à la police, elle a elle-même raccroché. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais lorsqu'elle appelle la police, Patsy laisse ensuite un blanc et elle raccroche elle-même. C'est bizarre, quand ta fille vient de se faire enlever, tu restes au téléphone avec la police, demande quand est-ce qu'ils vont arriver, qu'il faut se dépêcher, tu raccroches pas en mode bon c'est bon, la police est prévenue, qui veut du thé, qui veut du café. Bref, elle n'en dit pas plus et les policiers sur place à cette époque diront qu'ils ont vraiment trouvé Patsy bizarre. Après, on va pas se le cacher, ça peut se comprendre, sa petite fille de 6 ans vient d'être retrouvée morte, étranglée dans la cave, n'importe qui serait pas forcément naturel je pense. Entre temps, un médecin légiste a examiné le corps de la petite fille et ce qu'il dit est très intéressant. La petite fille a effectivement été étranglée, ce qui a causé la mort complète de son corps, son cœur s'est arrêté. Quelques minutes, voire quelques heures avant, elle venait de subir un choc crânien. C'est-à-dire qu'elle a pris un énorme coup sur la tête qui a causé une mort cérébrale. C'est-à-dire que son corps était toujours en vie, hein, voilà, tout allait bien, mais était déconnecté, son cerveau était mort. La petite fille présente également des marques d'électrocution, comme si on avait tenté de la calmer ou peut-être de la réanimer avec un pistolet paralysant. Le médecin dira que le choc sur la tête a été fait par un objet un peu rond comme une lampe par exemple. Et cette lampe va être retrouvée et filmée sur la table de cuisine. Les enquêteurs de cette époque qui sont chargés de l'affaire ont vraiment l'impression qu'il s'est passé quelque chose dans la maison familiale mais que personne ne veut rien dire. L'enquête va alors se pencher doucement vers le petit frère de John, Burke. Burke a 9 ans au moment des faits et il est connu par ses amis et par les amis de la famille pour être un petit garçon de 9 ans, complètement normal, souriant, il aime bien jouer, faire quelques bêtises comme tous les enfants de 9 ans. Sauf que dans la maison familiale, Burke a un tout autre comportement. Il est même dérangé et il a un comportement scatophile, c'est-à-dire qu'il aime bien jouer avec son caca en gros. Burke était jaloux de sa sœur. Il était jaloux de sa réussite et du fait, voilà, qu'elle soit une mini-miss, qu'elle gagne des concours, que ses parents s'intéressent un tout petit peu plus à elle du fait de sa popularité. Et un jour, Burke a même frappé sa sœur en plein visage avec un club de golf. Une autre fois, il a fait dans le lit de sa sœur et il a enduit, comment vous dire ça, de ses crottes, sa boîte à bonbons. On est vraiment quand même sur un gamin qui a quelques soucis, vous voyez, je l'accuse pas pour l'instant. Et il s'amusait aussi de temps en temps à en mettre sur les murs de la salle de bain. Vous avez un peu le profil du type. Après plusieurs mois d'enquête, les policiers ne trouveront pas de réel suspect, mais un scénario va naître. Pour les policiers chargés de l'enquête, la petite fille a été tuée dans la maison familiale et voilà le scénario qu'ils ont fait. Burke s'était servi un bol d'ananas avant de dormir vers 21h30. John, qui a 6 ans, a alors voulu l'embêter un peu en lui volant quelques ananas. Burke est alors entré dans une nouvelle crise de colère, a saisi la lampe qui était sur la table de cuisine et l'a complètement explosé sur le crâne de sa sœur. À ce moment-là, John s'effondre complètement par terre, le crâne en sang et le cerveau tué.
À ce moment-là, la mère, alertée par le bruit qu'il vient d'y avoir dans la cuisine, Burke a hurlé en frappant sa sœur, ça a fait un énorme boum dans la maison. John s'est éclaté par terre. La mère de famille, Patsy, court alors dans la cuisine. Elle découvre Burke, la lampe à la main, pleine de sang, et John par terre, les yeux ouverts, mais en état de mort cérébrale, tellement le choc a été violent pour cette petite fille de 6 ans. Patsy appelle alors son mari, qui est actuellement à l'étage, peut-être dans la chambre ou dans la salle de bain. Il descend les escaliers, il arrive dans la cuisine, et il comprend tout de suite la situation. Sa fille ne reviendra pas, et s'ils appellent la police ou n'importe qui, son fils, Burke, va partir dans un asile où va être enfermé. Les parents, dans la panique, se mettent alors d'accord pour couvrir le meurtre que vient de commettre Burke. La mère prend le petit frère Burke dans ses bras, monte en haut avec lui à l'étage et le père va alors se charger du sale boulot. Essayez quand même d'imaginer l'ambiance dans cette maison ce soir vers 22h. Viennent de passer Noël, tout s'est super bien passé et d'un coup, tout part complètement en cacahuète pour cette famille qui en plus de ça est très croyante. Je veux dire dans le sens où s'ils ont vraiment fait ça d'après les enquêteurs, ils ont pas fait ça dans la joie. Dans un premier temps, le père prend alors son taser dans un geste de désespoir et tase 3 fois sa fille pour voir si elle se réanime, pour voir si son cerveau se relance. Mais rien à faire, les yeux de John restent complètement livides, elle ne revient pas. Le père prend alors le corps de sa fille, lui scotche la bouche, lui ligote les mains, la met dans une couverture, il l'attrape comme ça avec la couverture, va la descendre dans la cave, va prendre une petite ficelle, une petite cordelette qui proviendra en fait d'un jouet de la petite fille et va l'étrangler jusqu'à temps que son cœur ne batte plus. À partir de là, John Bennett Ramsey, qui a 6 ans, est morte. Le père remonte de la cave, tout tremblant, un peu choqué, ne sachant pas vraiment ce qu'il vient de faire, prend le bloc-notes de Patsy, prend un stylo et va tenter d'écrire une lettre qui peut paraître correcte en essayant de jouer au méchant et il va écrire. Finalement, la lettre va faire 4 pages et elle sera complètement incohérente. Et il monte dans la chambre parentale où il retrouve sa femme et son fils. Les 2 parents expliquent alors à Burke ce qui vient de se passer, ce qu'il a fait et surtout, ils lui disent « Tu ne devras jamais parler de ça à personne. Demain, quand les policiers vont arriver, reste dans ta chambre. » Et c'est ce qui va se passer. Burke, de 6h à 13h, même jusque la fin d'après-midi, on ne l'a pas vu. Il ne s'est pas levé, il est resté caché dans sa chambre. À 5h50 précisément, la mère ne tient plus. Elle appelle la police pour faire croire à l'enlèvement de sa fille et à mon avis, c'est pour ça en fait que l'appel téléphonique coupe, sûrement parce que le père a dû lui dire que c'était trop tôt, qu'il fallait couper, faut pas prévenir la police tout de suite, ils sont pas encore prêts. Mais c'est trop tard. L'appel est passé, la police arrive. Faut savoir que la mère Patsy est décédée en 2006 d'un cancer à l'âge de 49 ans, que le père a aujourd'hui 76 ans, qu'il est en vie, qu'il n'a jamais plus rien dit face à cette histoire. Burke, quant à lui, a aujourd'hui 31 ans. Il a réalisé une interview assez récemment à la télé américaine pour justement parler de cette histoire. Il a convaincu personne. Réellement, les gens qui l'ont vu pendant cette interview dans leur télé, ils étaient assez gênés parce qu'ils avaient vraiment l'impression d'écouter un mec qui était assez vague, qui était limite fou, et les experts qui ont regardé cette interview sont réellement persuadés que Burke a bel et bien tué sa petite fille alors qu'il n'avait que 9 ans. Bref, on ne saura sûrement jamais réellement, officiellement ce qui s'est passé cette nuit du 25 décembre 1996. Bref, c'était Max Kai, j'espère vraiment que cette petite histoire vous aura plu. Moi, j'ai vraiment aimé chercher des petites vidéos, écrire tout ça parce que c'est une histoire de dingue. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez horrible histoire en commentaire. Comme d'habitude, je viendrai liker vos commentaires. N'oubliez pas de lâcher le pouce bleu, de vous abonner. Tu me follow sur Instagram. Nous on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos urbex, histoire, urbex qui tourne mal. Et puis, bye.